En France, la campagne pour le second tour des législatives vit ses dernières heures, dernière ligne droite avant le vote de dimanche. L'extrême droite est aujourd'hui aux portes du pouvoir avec un projet politique basé sur la préférence ou priorité nationale. Un programme jugé dangereux par de nombreux historiens français. Bonsoir Gérard Noirel. Noiriel, pardon, j'écorche votre nom. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'un de ces historiens, vous êtes directeur d'études à l'EHESS, spécialiste de l'histoire de l'immigration et de l'histoire de la classe ouvrière en France. Vous avez publié cette année un tract intitulé « Préférence nationale, leçon d'histoire à l'usage des contemporains », un document que l'on peut retrouver dans la collection Tract de chez Gallimard. Une première question, Gérard Noiriel, pourquoi est-ce que, selon vous, la préférence nationale est-elle dangereuse ? Je dirais qu'elle est dangereuse au sens où, quand elle fonctionne comme, je dirais, le cœur d'un programme politique. Parce que ce qui est le cas avec l'extrême droite, c'est ce que j'ai montré avec mes collègues dans le cas français depuis le 19e siècle. C'est-à-dire que l'ambiguïté, si vous voulez, elle est liée au fait qu'on vit dans des sociétés qui sont nationales. Donc, effectivement, il y a sur un certain nombre de domaines des avantages qui sont procurés aux nationaux, comme le droit de vote, etc. Mais ça, normalement, dans une démocratie, c'est un élément à l'intérieur d'un projet beaucoup plus vaste, dans lequel on va respecter les droits humains, les relations internationales, etc. Donc, dans l'histoire de l'extrême droite, cette focalisation sur la préférence nationale est une manière de discriminer les gens qui ne sont pas juridiquement français ou qui ne sont pas considérés comme français. C'est pour ça qu'il y a justement, ça c'est intéressant. Quand on parle de personnes qui ne sont pas considérées comme françaises, de qui est-ce qu'on parle précisément ? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler ces derniers jours, par exemple, des binationaux. Voilà, c'est la nationalité française. Et puis aussi la question du droit du sol qui est importante. Parce que vous savez que dans le droit français, eh bien, depuis les débuts de la Troisième République, il y a une combinaison on appelle le droit du sang, enfin la filiation et le droit du sol. C'est-à-dire que les enfants nés en France de parents étrangers deviennent automatiquement français, normalement, à l'âge de 18 ans. C'est ça qui est remis en cause, c'est peut-être la mesure la plus dangereuse, parce que du coup, ça aboutirait à ce que des millions de jeunes considérés comme français ne le soient plus. Donc, former comme ça des sortes de minorités étrangères sur le sol national. C'est ça qui inquiète beaucoup de spécialistes, des juristes, mais aussi des historiens, parce que ça rappelle des éléments dramatiques du passé. Et alors justement, vous, dans votre tract, alors vous remontez aux origines de cette notion de préférence nationale, notamment dans les années 80, et vous dites qu'à titre personnel, eh bien, vous étiez persuadé que ce genre d'idéologie réactionnaire, je vous cite, retournerait dans le placard d'où elle n'aurait jamais dû sortir. 35 ans plus tard, eh bien, vous devez reconnaître que vous avez eu tort. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui le succès que rencontrent ces idées auprès des électeurs français ? C'est vrai que les gens de ma génération, vous savez, moi j'ai fait partie de la première génération qui s'est vraiment intéressée à l'histoire de l'immigration. Ça n'existait pas en France, les gens ne savaient même pas que la France était un vieux pays d'immigration. C'est ce qu'on a montré. Et l'intention civique, c'était, si vous voulez, c'est une des valeurs républicaines que je défends le plus, c'est que la connaissance, l'esprit critique permettent de faire évoluer les gens dans un sens d'ouverture, de générosité, voilà, et de lutte contre les préjugés, les présupposés, etc. Et ce que l'on a constaté, malheureusement, c'est que tout ce travail, eh bien, n'avait pas abouti à des résultats positifs, puisque lorsque j'ai débuté, moi, c'était les débuts de la montée du Front National avec Jean-Marie Le Pen. Et aujourd'hui, eh bien, ce parti qui fonctionne en gros sur le même registre de rejet de l'immigration, c'est au centre de son programme, eh bien, a le vent en poupe. Donc effectivement, moi je m'interroge aussi sur peut-être ce que n'a pas été parfait dans ce qu'on a pu faire. Il y a aussi, je crois que chaque milieu, soit les journalistes, que ce soit les universitaires, que ce soit les cadres moyens, enfin toutes les professions doivent s'interroger sur leur propre part de responsabilité dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et notamment lorsque l'on parle des autres partis politiques, ceux qui ont eu ces dernières années le pouvoir, qui n'étaient donc pas des partis d'extrême droite. Il y a eu la droite, il y a eu la gauche, il y a eu le camp Macron. Quelle est pour ces partis leur part de responsabilité concrètement ? Bien sûr, dans celles qui doivent aussi faire leur autocritique, il faudrait placer en tête les politiques. Parce que je pense qu'une des raisons qui explique l'engouement pour le Rassemblement national, c'est le sentiment chez beaucoup de Français que la droite et la gauche ont échoué. Donc on veut aller vers quelque chose, les gens croient que c'est nouveau.
Peut-être les têtes sont nouvelles, peut-être Bardella a une figure que les gens n'avaient pas vue avant, mais les idées, elles, sont très vieilles, très anciennes. C'est ça le problème. Donc effectivement, il y a eu des limites qui s'expliquent par la difficulté, enfin, de la droite et de la gauche pour lutter contre les injustices, les inégalités sociales, mais aussi parce que ce tract, vous savez, je l'ai publié au mois de mars, contre la loi immigration-asile de décembre, parce que l'histoire montre aussi que quand on a des républicains qui cautionnent des thèses qui viennent de l'extrême droite, ils les encouragent, vous voyez, parce que les gens préfèrent toujours l'original à la copie, comme on dit. Vous voulez dire que cette loi asile et immigration qui a été votée en France et qui, je le rappelle, d'ailleurs été largement censurée par la suite, a contribué à libérer peut-être une parole xénophobe, ou en tout cas à libérer l'idée selon laquelle l'immigration était effectivement un problème en France? Oui, je crois que beaucoup de gens se sont dit, puisque même le président Macron soutient ce genre de disposition, c'est qu'il faut arrêter de diaboliser l'extrême droite. Vous comprenez? Et ce que je montre dans le livre, c'est que c'est pas nouveau. Il y a un précédent dans les années 30, à la fin des années 30. Vous savez que il y a l'effondrement de la Troisième République à la fin des années 30 qui prépare le régime de Vichy, et on voit comment des politiciens républicains qui défendaient les valeurs de la République basculent de ce côté-là à la fin des années 30 et du coup font le lit de l'idéologie pétainiste qui s'imposera sous Vichy. Et en même temps, on a le sentiment qu'au fil des années, le Rassemblement national a véritablement façonné une rhétorique très bien ficelée autour de ces questions liées à l'immigration, avec évidemment tout un volet sécuritaire. En face, à gauche par exemple, et notamment à l'extrême gauche, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de contre-discours sur ces questions migratoires. Disons que on pourrait dire qu'il y a un contre-discours, mais un contre-discours qui peut paraître peu crédible pour les gens, parce qu'effectivement, si vous voulez, le mérite, je dirais, de la gauche, c'est de privilégier les droits humains. Parce qu'il est vrai, la situation mondiale aujourd'hui, quand vous avez des gens qui sont obligés de fuir leur pays, parce qu'il y a la guerre, à cause du réchauffement climatique dont nous sommes principalement responsables. Il faut aussi voir toutes ces questions-là. Eh bien, on ne les accueille plus aujourd'hui. L'Europe a fermé ses frontières et du coup, on a des enfants qui meurent dans la Méditerranée, etc. C'est cette fibre humanitaire, humaniste qui explique, je dirais, que la gauche soit dans une perspective de négation du problème de l'immigration. Mais dans un État national comme le nôtre, eh bien, évidemment, il faut aussi une politique de contrôle des frontières. Et donc, il faut aussi cesser, je pense, de systématiquement considérer que les gens qui vont voter Rassemblement national sont tous des racistes. Moi, j'ai écrit d'ailleurs un livre avec un collègue sur ces questions-là, en disant, attention, il y a une sorte aussi de fuite en avant dans la dénonciation qui ne marche plus aujourd'hui, vous voyez. C'est comme l'exaltation des valeurs républicaines qui seraient en cause, etc. Je pense que la période qui s'ouvre, et qui ne va pas être très très amusante à vivre, facile à vivre, mais elle devrait nous amener à faire une sorte de bilan aussi, vous voyez, de plusieurs décennies de lutte contre la lepénisation des esprits, comme on disait, de façon peut-être à être plus efficace dans les messages qu'on veut adresser aux gens. Et à la lumière du passé, des événements passés que vous évoquiez il y a quelques instants, quelles pourraient être, selon vous, les conséquences sociétales, j'entends, justement d'un passage au pouvoir du Rassemblement national, ou tout simplement d'un renforcement du Rassemblement national dans le paysage politique français? On le voit déjà depuis le premier tour, c'est le succès électoral du Rassemblement national légitime une parole, vous voyez, de rejet, de raciste ou xénophobe, parce que on se dit, beaucoup de gens se disent, vous voyez, vous nous avez rejetés, diabolisés, eh bien, on a raison de dire qu'il y a trop d'immigrés, etc. Donc, il y a ce risque de faciliter une parole qui, auparavant, était quand même confinée, vous voyez, dans le sous-entendu, etc. Pour l'avenir politique, il y a plusieurs possibilités. Si vous avez une possibilité à la britannique, si vous voulez, parce que le Brexit, quand vous regardez pourquoi le Brexit s'est impliqué, il y a beaucoup de même des facteurs identiques à ceux qu'on voit aujourd'hui. Le programme était assez proche de celui du Rassemblement national, et pourtant aujourd'hui, vous avez vu que c'est la gauche qui a gagné les élections. Donc, si les gens se rendent compte que tout ce qu'on leur a raconté, toutes les promesses qui ont été faites par le Rassemblement national n'ont rien changé, parce que même sur l'immigration, vous savez, les résultats qui sont même en Italie, au Royaume-Uni,
sont etc. finalement, effectivement, Mais assez, voilà, limitées. parce que c'est des questions très compliquées. C'est pas une mauvaise politique, c'est le droit international, c'est des échanges, c'est des respects aussi des conventions. Donc, bien si les gens rapidement se rendent compte que tout ça c'était du vent, comme nous le pensons, nous, disons les experts, eh bien, on peut aboutir effectivement à un changement. Mais il y a aussi l'autre perspective, et personne ne peut dire comment ça évoluera aujourd'hui. Perspective où, un peu à la brésilienne, où, bon, même si ça a changé maintenant, mais pendant plusieurs années quand même, où Bolsonaro a placé ses billes sur les positions fondamentales de l'État, dans les cadres supérieurs, dans l'information aussi. Il y a un danger de mise en cause de l'information, et ça peut comme ça entraîner des basculements qui seront plus durables et plus dangereux pour la démocratie. Plus dangereux pour la démocratie, il faut aussi le rappeler, les différentes vagues migratoires font partie aussi de l'histoire de la France. On le rappelle peut-être insuffisamment en ce moment. Quel a été, vous, dans votre regard d'historien, l'apport justement de ces différentes vagues migratoires à la France ? Et vous savez que moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Creuset français, qui date de 1988, où j'ai montré justement que la France était l'un des pays du monde qui avait le plus bénéficié de l'apport des migrations. Hein. Vous dites bénéficier, oui, le choix des mots c'est démontré par tout le monde, même encore aujourd'hui. Même le patronat reconnaît qu'on va avoir besoin de plusieurs millions de travailleurs immigrés. Ça a toujours été le cas en France depuis le 19e siècle. C'est-à-dire, les migrants, ben oui, ils sont là principalement pour occuper des emplois les plus inférieurs, les plus mal payés, etc. Donc, si vous voulez, on va focaliser sur des exceptions de gens qui peuvent avoir des comportements criminels. Bon, les criminels qui se réclament de l'islam pour les attentats terroristes ou d'autres dans les quartiers, etc. Ça existe, effectivement. Mais c'est pas la majorité, c'est l'hyper-minorité. Et le racisme commence quand on généralise des cas exceptionnels. C'est pour ça que je dis, et là je mets en cause aussi un certain nombre, les médias, les médias qui surfent sur les faits divers. C'est devenu aujourd'hui une industrie. Vous avez des chaînes, ils ne font que ça, que parler des faits divers. Alors les gens qui ne regardent que ça, moi j'en connais dans les campagnes, ils n'ont jamais vu un immigré de leur vie, mais ils sont persuadés que le grand remplacement est pour demain. Parce qu'ils regardent constamment, donc il y a les fantasmes qui les poursuivent et qui font beaucoup de mal. Donc c'est pour ça que nous, notre travail, ça a été justement d'expliquer le passé pour les historiens, mais le présent aussi, sociologiquement, et le futur, parce qu'on sait que nos pays qui vieillissent, qui ont besoin d'une main-d'œuvre justement venant d'autres pays, eh bien oui, c'est encore un problème d'avenir, l'immigration. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens sérieux, quel que soit le domaine, ne considèrent pas que les mesures qu'annonce le Front National ou le Rassemblement National sont crédibles et qu'elles aboutiront à un progrès. Une dernière question, Gérard Noiriel. Vous êtes signataire en début de semaine d'une tribune dans Le Monde avec plus d'1 millier d'universitaires, de chercheurs. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette tribune qui appelle la France à ne pas tourner le dos à son passé, à battre le Rassemblement national, eh bien, tous les universitaires, historiens, chercheurs rassemblés viennent d'horizons politiques assez différents. Quel rôle, selon vous, les historiens ont à jouer justement dans ce moment décisif de notre vie politique française ? Oui, je crois que cette tribune, je dirais, est réjouissante parce qu'effectivement, on peut avoir des différences. La démocratie, c'est aussi des différences de point de vue, avoir raison, avoir tort, discuter, débattre, mais respecter un certain nombre de valeurs fondamentales. Et c'est en cela que cette tribune est intéressante parce qu'elle rassemble effectivement des gens d'opinions diverses, mais qui ont en commun le fait de défendre la République, disons, nos institutions démocratiques, parce qu'on sent tous qu'elles sont aujourd'hui menacées. Et donc tous les gens, les citoyens qui croient quand même un peu à notre travail, qui croient aux valeurs de l'enseignement, de la connaissance, de la science, devraient quand même quelque part nous faire confiance par rapport à des militants ou des manipulateurs politiques qui aujourd'hui essayent de se faire une place dans l'échiquier politique et dans je dirais, les instances dominantes à partir de choses qui relèvent plus du fantasme que de la réalité. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Gérard Noiriel, historien spécialiste de l'immigration et de la classe ouvrière en France. Je rappelle le titre de votre tract, Préférence nationale, leçon d'histoire à l'usage des contemporains. C'est un texte à retrouver chez Tract Gallimard. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.